Bonjour à tous, bienvenue sur Vietnam Spiritus, où je vous parle du Vietnam et de l'Asie en général. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, merci. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Kevin, pratiquant d'arts martiaux et surtout porteur de la flamme pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Kevin, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Un grand honneur m'est fait pour un entretien qui, je l'espère, intéressera nos auditeurs. Merci infiniment, Kevin. L'honneur est pour moi, merci. Alors Kevin, pouvez-vous vous présenter? Je crois savoir que vous êtes pratiquant d'arts martiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre art martial et en quoi cela consiste? Et dans un deuxième temps, nous parlerons évidemment de la flamme olympique où vous avez eu l'honneur de parcourir un petit bout de route comme porteur de la flamme olympique. Kevin, je vous donne la parole. Déjà bonjour à tous, mon nom est Kevin Heng, j'ai 42 ans, je suis donc en asiatique de France, par contre je suis d'origine chinoise. Je suis arrivé en France comme beaucoup durant les années 80 avec la toute première vague d'immigration. Ayant des racines chinoises, ayant grandi donc, comme beaucoup de gens en Île-de-France, entre le 13e, Belleville et aussi le nord de la France parce que j'ai grandi principalement à Aubervilliers et la Courneuve. Très vite j'ai commencé à chercher mes origines et à m'intéresser donc à l'histoire de notre pays, de ma culture et de fil en aiguille à partir du moment où j'étais à l'âge adulte parce que comme beaucoup de personnes on rejette un petit peu ses origines avec les parents et puis arrivé à un moment quand on a une certaine maturité on va chercher un petit peu du côté de notre histoire. J'ai eu la chance d'aller à Hong Kong où j'étais en expatriation et où j'ai pu apprendre le Kung Fu original et l'anecdote assez drôle c'est qu'en fait je pratiquais bien sûr déjà des arts martiaux. J'ai même commencé d'ailleurs par de Vo Vinam Viet Vo Dao que j'ai pratiqué avec Maître Michel qui était d'ailleurs un très grand pratiquant en France. J'ai enchaîné boxe anglaise, boxe thaï, pied-point, beaucoup de pied-point d'ailleurs, avant de m'intéresser un petit peu à la boxe chinoise et j'ai commencé donc dans le 13e arrondissement avec la danse de lion, avec du kung-fu là-bas et j'avais vu un film qui m'avait marqué à l'époque, comme beaucoup de gens, Bruce Lee, Jackie Chan et autres, et j'avais vu Kung Fu, Crazy Kung Fu, le film de Stephen Chow, dont un des acteurs qui était très connu à l'époque, donc qui s'appelle Monsieur Chiu Chi-ling, mon grand maître Chiu Chi-ling, était un pratiquant de kung-fu avec des anneaux dans les bras. Ça m'avait marqué et comme j'étais à Hong Kong, je m'étais intéressé donc à ce kung-fu là et j'ai pu retrouver donc des traces de son école, ou plutôt des écoles de son frère, Chiu Wai. J'ai eu la chance donc de pratiquer, non pas avec ce dernier, mais plutôt avec les élèves de ce dernier à Hong Kong durant ma période d'expatriation, donc à peu près 1 an et demi à peu près. J'ai pu pratiquer le kung-fu là-bas, apprendre vraiment de bases solides avant mon retour en France avec la crise des subprimes et en tout cas la crise financière. De retour en France, il a fallu que je trouve un nouveau maître, donc j'ai eu la chance de tomber donc, dans la ville où j'étais d'ailleurs, à Torcy, un maître chinois assez connu parce qu'il est arrivé en France dans les années 80 à apporter la danse de lion et après il est parti dans l'ombre, voilà bizarrement, donc il est parti dans l'ombre, donc c'est maître Billy Tse et maître Billy Tse continuait d'enseigner à Torcy le tai chi. Et c'est-à-dire que je l'ai un peu remotivé à refaire une école, donc dont j'en suis devenu le président d'ailleurs aussi à Torcy. Et de fil en aiguille, donc j'ai appris avec lui, j'ai repris pas mal de son enseignement. Et aujourd'hui, donc j'enseigne le kung-fu aussi à Bussy-Saint-Georges où j'ai une petite quarantaine d'élèves, principalement des jeunes. Et je suis aussi très fier de compter parmi mes rangs quelques champions. Donc mon fils qui est lui-même champion de France, un de mes élèves aussi qui a été champion d'ailleurs 2024, et une autre de mes élèves qui a été champion plusieurs fois dans d'autres disciplines. Donc le kung-fu, qu'est-ce que c'est? C'est un terme assez grand, assez vaste. Ça veut dire tout simplement maîtrise, c'est même pas art martial, ça veut dire maîtrise. Le wushu est l'art martial chinois. Le kung fu wushu en fait signifie tout simplement la maîtrise de l'art martial chinois. Dans cet art martial, je pense que certains noms vont facilement vous faire tilter. Donc il y a le tai chi, tai chi chuan, une gymnastique lente, avec des gestes parfois un petit peu gracieux, lents bien sûr, principalement pratiqués par des personnes un peu âgées. Nous avons aussi bien sûr le Wing Chun qui a été largement popularisé par les films Ip Man très récemment, le Jeet Kune Do popularisé par l'acteur Bruce Lee, Jet Li qui a popularisé lui le Wushu, mais pas que parce qu'en fait dans les films Il était une fois en Chine, Jet Li pratiquait un kung fu qui s'appelle le Hung-Gar qui est d'ailleurs en fait littéralement ma spécialité, donc je pratique moi aujourd'hui principalement en fait 3 styles, dont le Hung-Gar qui est le premier style, le deuxième style qui est le Wing Chun dont j'ai parlé là précédemment, et enfin un troisième style qu'on appelle le style des héros, mais qui lui en fait ne parlera pas parce que c'est un style très ancien, qui fait partie des styles qu'on appelle des héros et qui était pratiqué par les 10 tigres du canton, donc pour le folklore. Et le kung fu c'est pas que ça, il y a aussi la partie sportive qui est tout simplement une discipline assez modernisée, qui d'ailleurs en fait cherche à être standardisée pour être utilisée devant les JO. Donc nous avons le wushu moderne, qui est une sorte de kata, on va dire, de démonstration de kata très acrobatique, à armes ou à main nue, seul ou en groupe
groupe durant lequel en fait le but c'est de montrer sa virtuosité, de montrer sa maîtrise dans un combat imaginaire. Donc ça c'est le Wushu Taolu, mais aussi la boxe Sanda, donc qui est en fait un boxe pied-point dans lequel en fait deux opposants vont combattre sur une plateforme surélevée et le but c'est de marquer des points, donc point tête, pied tête équivaut à des points, mais aussi des saisies, des projections, donc un peu comme du judo, et chaque projection est égale aussi pas mal de points, et le but étant bien sûr soit de remporter au point, soit de remporter le combat en poussant son adversaire hors du terrain ou en le mettant KO. Toutes ces disciplines en fait représentent le Kung Fu, donc moi je pratique comme je l'ai expliqué tout à l'heure 3 styles de Kung Fu. Je suis très spécialisé dans la partie chorégraphie, armes et mains nues parce que 40 ans passés j'ai un peu abandonné la partie combat. Je suis très actif dans la partie purement, j'appelle ça kata, mais en fait on appelle ça Taolu. En vietnamien on appelle ça des queen, voilà, donc je pratique beaucoup les Taolu. Mon fils et moi on est pas mal en fait en compétition, donc moi aujourd'hui je suis juge et arbitre au niveau national, mon fils est compétiteur. J'ai participé à pas mal de compétitions en France, beaucoup, mais pas que, j'ai participé aussi en Norvège, en Belgique, en Grèce, en Italie aussi. J'ai remporté la dernière Coupe du Monde d'une ligue mineure, donc taïwanaise, américaine, en Italie en 2022. Et là aujourd'hui, mon but c'est de participer à la Coupe du Monde en Chine 2025, où j'espère moi et mon fils pouvoir ramener quelque chose pour la France. Et je m'entraîne vraiment encore dur, donc à 42 ans passés, je m'entraîne très très dur pour pouvoir y arriver. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Parfait, c'est un monde extrêmement vaste, varié, et c'est un monde que je découvre, le Kung Fu. J'ai l'image du Kung Fu en habit noir, l'image de Bruce Lee, et je vois qu'il y a tellement de variantes différentes que ça devient un sport que l'on peut pratiquer, où on peut trouver la forme qui nous convient, que ce soit en combat avec des coups réels ou bien quand on est peut-être moins jeune, on Plus peut plus adapté à notre âge. Je pense que le Kung Fu mériterait d'être plus largement connu en France et dans le monde, comme d'autres disciplines venant d'Asie. Juste une petite question, est-ce que vous vous intéressez au MMA? On voit en France l'explosion suite à la légalisation du MMA en France. Alors aux États-Unis, au Japon, cela existe depuis de nombreuses années. Est-ce que en Chine en particulier, est-ce que cela a impacté la pratique du Kung Fu? Est-ce que les pratiquants d'arts martiaux en Chine, d'après ce que vous savez, est-ce qu'il y a un engouement? Et est-ce que le Kung Fu en France en particulier, qu'est-ce que le Kung Fu peut apporter au MMA? Et qu'est-ce que le pratiquant de Kung Fu peut apporter au MMA en fonction des techniques? Alors merci pour la question parce qu'elle est très très intéressante et je vais répondre en plusieurs étapes. La toute première, déjà revenons à la définition de MMA. MMA signifie tout simplement Mixed Martial Arts. Ça signifie tout simplement un mélange d'art martial. C'est une règle, c'est une discipline dont le but est de faire combattre deux personnes dans un environnement restreint, contraint et avec des règles précises. Vous changez une règle, ce n'est plus du MMA. Vous changez par exemple les combats au sol, ça devient du K1. Vous changez la puissance de la frappe, ça peut devenir de la boxe française. Vous changez la forme des gants, ça devient tout à fait autre chose. Et il faut savoir qu'en fait, le MMA est une discipline qui a une énorme notoriété en Chine. Il ne faut pas se cacher, elle a une énorme notoriété partout. Et je trouve qu'elle est même très intéressante parce qu'elle apporte un très bon complément à toute notre discipline. Parce que bien sûr, je pratique une discipline martiale et du combat, mais pas que. C'est pas parce que je fais un art martial que mon but sera de détruire ou tout simplement de mettre KO un adversaire. Mon but c'est d'abord et avant tout de me battre contre moi-même. Mon but c'est d'être meilleur contre moi-même, celui que j'étais il y a 5 minutes, celui que j'étais il y a 20 minutes, celui que j'étais hier. Donc le but, on va dire, de ma pratique ne va pas forcément être orienté vers l'extérieur. Mais en soi, bien sûr, ça dépendra de l'âge. Quand on est jeune, on va forcément d'abord chercher à se mesurer. Une fois qu'on s'est mesuré, une fois qu'on connaît sa propre valeur, on va chercher à se stabiliser et à la fin, tout simplement chercher à se maintenir et chercher à entretenir cette énergie intérieure. Maintenant, pour revenir sur le MMA, le Kung Fu était déjà une sorte de MMA. Le karaté était une sorte de MMA. Le Vetsuda était une sorte, peut-être pas celui-là parce qu'il est très récent, peut-être le Wokotruyen, mais disons que les arts martiaux ont toujours été, on va dire, fut un temps, quel que soit le style, il était novateur. Puis c'est devenu, avec le temps, traditionnel. Le terme traditionnel a forcément pris sens avec le temps. Peut-être qu'un jour, le MMA va devenir traditionnel, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elle est liée à un contexte et elle est liée à une règle. Encore une fois, vous changez les règles, ce n'est plus des MMA. Ma spécialité, c'est le sabre et le bâton. Vous me donnez un bâton face à un mec du MMA, il y a quand même des chances que je peux me débrouiller. Quand je dis un bâton, je parle du bâton non, je parlais pas du bâton de Kali, quoique. Il faut savoir qu'en fait, la pratique du MMA, donc, qui est du combat, on va dire, à 1 contre 1 avec amené au sol, peut être très utile sur justement du 1 contre 1, mais dans une situation, on va dire, de foule, totalement inutile. Dans une situation où
sol n'est pas possible, devient inutile. Dans une situation où on est armuré, ou plutôt où on porte un équipement de protection, ça devient aussi inutile. C'est pour ça qu'en fait, il faut, toute chose gardée, penser, on va dire, à ce qui a fait l'identité de nos arts martiaux. Le kung-fu, ou plutôt, je vais donner le cas de mon style, où on voit des animaux, on peut voir le tigre, on peut voir la grue, on peut voir le serpent, on peut voir le léopard, on peut voir pas mal d'animaux. Chacun de ces animaux ne sont pas utilisables. Je suis le premier à le dire. Je fais le tigre, je fais la grue, mais avec mes doigts, aujourd'hui, je suis ingénieur. Avec mes doigts d'ingénieur qui tape au clavier toute la journée, et évidemment je ne vais pas les taper avec ma deuxième phalange, même si c'est le but, ce n'est pas aujourd'hui, on va dire, je n'ai moi-même pas la constitution ni l'entraînement pour le faire. Je le travaille à titre personnel, très bien, c'est amusant, mais pas au niveau où je pourrais m'en servir. Déjà premièrement parce que je suis ingénieur, comme je l'ai dit, j'ai une vie derrière, j'ai besoin de vivre autrement. Donc voilà, le temps a fait que certaines disciplines perdent de leur efficacité parce qu'on n'a plus le temps ni l'envie de détruire son corps ou de modeler son corps de manière à le rendre efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte ce contexte, comprendre l'histoire qui a amené en fait ces arts martiaux à évoluer. Et moi je m'en sers comme outil pour enseigner l'histoire et la culture de la Chine. Je pratique la danse de lion par exemple. La danse de lion est une part du kung-fu, mais ce n'est pas du kung-fu. On ne va pas se battre avec un lion sur la tête. Elle fait partie des disciplines folkloriques de notre tradition chinoise. Elle apporte aussi un éclairage différent sur comment fonctionnait une école, comment elle se finançait, pourquoi est-ce qu'on faisait la danse de lion. Donc tout ça en fait fait partie d'un tout, d'un folklore. Donc ça c'est vraiment le deuxième point. Pourquoi est-ce que les arts martiaux, on va dire anciens aujourd'hui, ne peuvent pas être directement comparés avec le MMA? Et j'insiste vraiment sur la règle. Changer un morceau de la règle, ça devient inutile. Et troisième aspect sur lequel en fait c'est peut-être plus polémique, mais il y a aussi le buzz qui va avec. Évidemment le MMA vient avec tout un rituel, le trash talk, en avant, la virilité, les vérités on va dire toxiques et la masculinité à outrance. Fine, je pense que c'est nécessaire. La société est violente, certaines personnes aiment ça, d'autres moins. En Chine aussi, c'est très populaire, je ne vais pas vous le cacher, il y a beaucoup de combattants MMA qui le pratiquent, ils sont même les premiers à rejeter le tai chi, le kung fu pour dire que le MMA marche mieux, ce qui en fait dans la réalité est littéralement faux parce que beaucoup de pratiquants MMA pratiquent d'abord un art martiaux traditionnel, puis ensuite passent au MMA mais ils gardent aussi une partie de la tradition, ce qui est très normal parce que tous les pratiquants MMA font aussi de la boxe thaï, font aussi de la boxe tout court, font aussi d'autres disciplines. Tous les concepts sont les mêmes, un coup de poing reste un coup de poing, mais on va dire que ça fait partie d'un tout. C'est une culture autour du MMA et cette question même du MMA, le rapprochement avec les arts martiaux, fait partie de cette culture de mise en avant et de mise, on va dire, sur un piédestal de cette discipline vis-à-vis des autres, alors qu'en fait c'est littéralement l'évolution d'une discipline. Elle ne sera jamais meilleure. Le jour où celle-ci deviendra désuète, peut-être qu'on va trouver une nouvelle règle, peut-être que la nouvelle règle des combats, on va dire, sans gants, sans rien, du bare knuckle, à se taper, à se casser la mâchoire, peut-être que ça va être ça plus tard, je ne sais pas. Tout dépend de la règle et de la mode du moment. Très bien, merci pour ce tour d'horizon, à la fois historique, géographique. Venons-en à la deuxième partie de l'entretien. Ce sera bientôt les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Là où nous enregistrons, ça sera dans quelques jours. Ça va être un événement mondial et vous avez eu la chance de porter la flamme olympique. Vous avez eu l'honneur d'être choisi. Alors tout d'abord, je voulais savoir quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez sélectionné pour porter la flamme olympique à Paris 2024. Je dirais toujours la même chose, les mots me manquent pour parler de cette réaction. Je reçois le courrier parce que j'ai reçu un mail. Déjà, premièrement, je m'attendais à un refus. Je me dis, bon, c'est comme le loto, quand on m'attend toujours à avoir quelque chose, mais on sait très bien que derrière on est déçu. Mais quand j'ai vu ce mail me disant que j'étais pris, waouh, c'est moi, je rêve, c'est pas possible. Moi, être sélectionné pour ça, alors que mathématiquement, j'ai plus de chances de gagner au loto quand même que de porter la flamme. C'est bon, ok, de ce côté, j'aurais peut-être pu préférer gagner le loto. Mais voilà, quand j'ai vu ça, c'était quelque chose d'indescriptible. J'arrivais pas vraiment à me représenter à l'idée de la chance que j'ai eue. J'ai même laissé ça de côté. J'ai continué à travailler. Je continuais à faire mes meetings et puis j'ai relu 4 fois le mail et j'ai appelé ma femme. Chérie, je crois que je vais être porteur de la flamme. Et on n'en revenait pas tous les deux. On n'arrivait pas en fait à s'imaginer comment est-ce que c'était possible d'avoir cette telle chance. Très très bien. Donc le jour J, le stress a été à son comble et que peut-être il y a eu un mélange de fierté, de rêve qui d'un certain côté, vous qui êtes dans le sport depuis tout petit, se réalise parce que les Jeux Olympiques c'est l'idéal d'un sportif. Quel a été votre ressenti lors de cette traversée avec la flamme au milieu des spectateurs? Pareil, les mots me manquent. Fantastique, magique, exceptionnel. Je pense que tous les superlatifs ne seront pas suffisants pour décrire ce que j'ai pu ressentir. Mais une chose qui m'a frappé, c'est vraiment l'énergie, tout simplement. L'énergie, on ne peut pas s'imaginer. Je n'arrivais même pas à dormir. Le matin, je m'étais réveillé, il était 5h du matin. J'avais rendez-vous à 9h, mais je ne pouvais plus dormir. J'étais tellement excité à l'idée d'aller marquer l'histoire. Parce que oui, c'est un morceau d'histoire que je prends. La flamme olympique, ou plutôt l'olympique, est une institution qui date de l'Antiquité,
tout simplement. Aujourd'hui, elle est toujours présente. Elle représente toujours tout simplement le dépassement de soi, les valeurs de l'olympisme, donc le respect, le sport et toutes ces valeurs-là. Donc je les porte au quotidien parce que je les enseigne. Je suis professeur moi-même de Kung Fu auprès d'enfants et savoir que je porte cette flamme qui est tout un symbole, toute une histoire, plus de 2000 ans de l'histoire humaine, c'est indescriptible. Le moment où cette flamme s'est propagée à ma torse, cette flamme, donc il faut savoir qu'elle part de Grèce, qu'elle a fait un parcours quasiment le tour du monde parce que la France est un pays avec plusieurs territoires en Outre-Terre. D'ailleurs, c'est la même flamme. On peut dire ce qu'on veut, cette flamme a été allumée en Grèce et c'est la même flamme qui est propagée un peu partout. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est la même flamme qui est propagée et jamais éteinte. Jusqu'au dernier jour d'ailleurs. Et ben, on sent le poids de la tradition, on sent le poids des espoirs, ceux qui veulent avoir des médailles, ceux qui ont été déçus bien sûr, ceux qui ont travaillé pour ça, ceux qui ont travaillé pour l'organisation, ceux qui ont tout simplement été embarqués par cette énergie pour regarder, pour encourager. Dès qu'on a cette flamme, on sent toute cette énergie. Alors c'est bête à dire, moi je devais en fait transmettre sur 200 mètres, mais j'ai même pas réussi à marcher. J'entendais tout le monde dire moi vite, j'étais en train de courir. J'ai fait mon parcours un peu trop vite d'ailleurs, on me l'a un peu reproché parce que du coup pour les photos c'était pas simple. J'étais tellement embarqué, mais j'avais la torche très très haut et je savais que je transportais quelque chose. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti investi par quelque chose. Et ce quelque chose, tout simplement, c'est l'espoir de tous ceux qui œuvrent autour du sport, tout simplement, qui l'aiment ou qui le pratiquent ou qui contribuent. Moi, en tant que professeur, il n'y a rien de mieux que de savoir que j'ai porté cet espoir. Je ne changerai pas le monde, je suis beaucoup trop vieux, j'ai plus de 40 ans, je ne vais pas être président, je ne vais pas non plus être un inventeur incroyable. Mais si par l'éducation, si par mes efforts, je peux un tantinet inculquer des valeurs positives à mes élèves enfants, parce que c'est principalement les enfants que j'ai, ou parfois peut-être à des adultes, par la culture tout simplement, faire comprendre en France aux personnes à qui j'enseigne notre culture, si je peux leur enseigner tout simplement nos valeurs morales, telles que la bienveillance, l'effort, la résilience, le respect, la loyauté, l'effort, eh bien, je pense que j'aurai accompli ma mission. Et je pense que c'est la seule mission auquel je veux m'y tenir, c'est rendre le monde meilleur par juste un petit effort qui s'appelle l'éducation. Et porter cette flamme, je pense que c'est à la fois un symbole de ce que je souhaite faire, mais aussi une consécration, parce que j'enseigne depuis 2015 déjà, moins de 10 ans peut-être. Maintenant, je suis aussi juge et expert fédéral, donc du coup, j'enseigne aussi un peu à l'extérieur. Ça me permet effectivement d'avoir une portée un petit peu plus large et d'ouvrir mes horizons, continuer mon enseignement qui est vraiment très important pour moi. Je le répète, je ne suis pas un professionnel du sport. Je suis ingénieur avant tout. Je travaille au groupe BPCE. Le sport, pour moi, c'est ma manière d'œuvrer pour la société. Très bien, merci beaucoup. Je crois savoir qu'il y a 100 ans, les Jeux Olympiques étaient à Paris en 1924. 100 ans, est-ce qu'il faudra attendre 100 ans encore pour revoir la flamme de nouveau à Paris? On l'espère peut-être avant. Et on espère énormément de médailles, que ce soit pour la France ou pour la Chine ou l'Asie en général. Et que surtout les valeurs du sport dans ce monde un petit peu incertain puissent rassembler les peuples, rassembler les sportifs autour de valeurs simples. Et j'encourage évidemment tout le monde à pratiquer un sport quel qu'il soit, même la marche, c'est déjà très bien. On a souvent des emplois sédentaires en France et en Occident et je pense que le sport saura nous réunir et nous rassembler. Donc on souhaite bonne chance à Paris 2024. Kevin, peut-être un dernier mot avant de nous séparer? Soutenez nos athlètes, soutenez Paris 2024 parce que c'est une chance inestimable de l'avoir en France. Tombez pas sur les travers critiques, râleurs que l'on entend. Certes, c'est difficile pour nous en Ile-de-France. Je suis le premier à le vivre. Pour venir au travail, je double mon temps. Mais c'est une chance inestimable. Quoi de mieux que de participer à rendre notre pays plus beau en soutenant bien sûr nos JO, nos athlètes, et tous les athlètes d'ailleurs, qu'ils soient en France, qu'ils soient ailleurs, donc que ce soit la Chine, le Vietnam, même le Japon ou la Corée. Les JO sont aussi un instant normalement de paix parce que dans l'Antiquité, il faut savoir que durant les JO, les messagers partaient dans les différentes villes autour de la Méditerranée pour allumer cette flamme olympique et déclarer cette trêve olympique. Donc voilà, soutenez nos athlètes. Merci infiniment Kevin. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Vietnam Spirit Plus.